28 novembre 2021. Je viens de découvrir un truc de fou sur moi. Je pense que ça a toujours été une envie réprimée chez moi. À cause de la manière dont j'ai été éduquée, je pense qu'une partie énorme de moi-même est bloquée. Hello tout le monde! Salut! Ça fait hyper longtemps que je me suis pas posée pour enregistrer un truc. Donc je suis un peu, je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Je suis Loana. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez un épisode, salut, bienvenue. J'espère que vous avez aimé la petite intro un peu différente. C'est un passage, quelques phrases d'un de mes journaux intimes, donc celui de 2021. Et ça parle exactement du thème d'aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'inclure ça. Donc le thème d'aujourd'hui, il est un peu deep, il est un peu profond. J'ai écrit l'épisode il y a plusieurs jours, quand j'étais vraiment dans le mood de parler de ça et tout. Et au final, après, j'ai taffé pendant 4 jours. Aujourd'hui, je me sens dans un mood un peu plus dissipé. Donc, je sais pas ce que ça va donner de parler d'un thème aussi profond de manière, alors que je me sens hyper en mode légère. Mais let's go. Aujourd'hui, on va parler de comment apprivoiser sa part d'ombre. C'est un peu un épisode qui peut faire un peu écho à certaines choses dont on a parlé avec Marie dans l'épisode sur comment guérir son enfant intérieur. On parle un petit peu, d'ailleurs son livre s'appelle Shadowlight Journal et Shadow c'est ombre en fait, c'est les parts d'ombre. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire un épisode où vraiment je creuse un peu plus ce sujet et expliquer un peu ce que ça signifie pour moi. Après vraiment il faut toujours se dire que je parle de mon expérience, de ce que ça veut dire pour moi. Mais je vous invite vraiment tous, de toute façon, à faire les recherches et à faire le processus sur vous-même, en fait. Parce que si ça se trouve, vous allez découvrir des choses et vivre des choses qui sont complètement différentes de ce que moi, j'ai vécu. Vous allez vivre des choses et les interpréter d'une manière complètement différente. Donc, ça reste vachement mon point de vue et ma vie à moi et comment je gère ça et comment j'essaye de trouver mes parts d'ombre pour les apprivoiser. Ça reste quelque chose de très personnel. Mais voilà, peut-être que si je vous parle de mon expérience, ça va vous aider et vous ouvrir une porte pour que vous fassiez la même chose avec vous-même. Et ce serait trop cool. Donc voilà, donc c'est parti. Déjà, c'est important pour un épisode sur comment apprivoiser sa part d'ombre, de définir vraiment ce que c'est sa part d'ombre. Déjà, de base, alors, j'ai été faire quelques recherches. J'avais déjà entendu parler pas mal du philosophe, psychologue Carl Jung. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'en ai parlé dans mes cours de philo. Je m'en souviens. Et je savais que lui, il parlait vachement de l'inconscient, mais je savais pas que c'était le premier à vraiment avoir dit qu'on avait tous des parts d'ombre, etc. Mais apparemment, c'est lui. Donc je vais vachement utiliser plein de phrases et plein d'études qu'il a faites parce que c'est hyper intéressant. Toutes ses recherches et la manière dont il a articulé les choses, c'est vraiment passionnant. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller voir et lire les études en fait pour résumer et essayer d'expliquer un peu le concept. Notre part d'ombre en fait, c'est des parties de nous-mêmes qui ont été placées dans notre inconscient, notre subconscient. Parce que vraiment, on a les deux parties chez nous, on a tout ce qui est conscient, donc qui va être associé à tout ce qu'on pense de nous, tout ce qu'on sait de nous et tout ce qu'on associe à nous-mêmes, consciemment. Il y a aussi toutes les attitudes, toutes les décisions qu'on prend consciemment, tout ça, c'est de l'ordre du conscient du coup. Et après, il y a toute l'autre partie qui est aussi très présente chez nous, même si on la voit pas du coup parce que c'est la partie de l'ombre, mais qui elle aussi en fait décide de beaucoup de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. On le fait par rapport à des choses qui sont inconscientes, qui sont là mais qu'on ne connaît pas en fait. On est vraiment dans l'inconnu total de nous-mêmes en fait, des parties de nous-mêmes qui nous sont inconnues parce qu'elles ont été souvent réprimées du coup. Tout ce que notre cerveau va placer dans l'inconscient, c'est des choses que, à un moment donné, on s'est dit que c'était pas safe de montrer, que c'était pas des parties ouf de nous-mêmes. Soit, alors des fois parce que c'est des défauts, soit parce que c'est des parties que par rapport à la manière dont on a grandi ou aux personnes qui nous entourent ou juste à la société en général, on se dit que c'est quelque chose qui est hors norme,
qui est pas normal et du coup, on se dit que c'est plus safe de le cacher. Et donc, on va commencer à réprimer certaines choses qui vont rester du coup dans nos parts d'ombre. Pourquoi j'ai dit que c'était vachement lié à l'épisode que j'ai fait sur comment guérir son enfant intérieur? Parce que beaucoup de ces parts d'ombre, en fait, sont créées très vite dans l'enfance. C'est-à-dire que quand on est juste nous-mêmes. On n'a pas vraiment de notion de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et au final, c'est des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure par rapport à notre éducation ou juste par imitation. C'est-à-dire que quand on arrive sur Terre et qu'on est très neutre au final, on n'est que nous, que notre personnalité, on va observer les gens qu'on a autour de nous et nous adapter. Et nous adapter, parfois, ça peut vouloir dire cacher certaines parties de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on sent quelque chose et qu'on voit autour de nous que personne semble penser la même chose ou semble avoir ou vouloir faire la même chose, on peut partir avec cette idée que ce qu'on veut, c'est pas normal ou c'est pas bien. Et du coup, tac, subconscient. Donc, vous l'avez compris, notre part d'ombre, quelque part, c'est la somme de tous les refoulements subconscients qu'on a pu avoir dans notre vie. Après, comme je vous ai dit, le subconscient reste hyper présent chez nous, malgré tout, même si on le voit pas, même si on le nomme pas, il va se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Et du coup, par exemple, ça peut se voir quand les personnes ont des réactions impulsives, des personnes qui ont beaucoup de tabous sur plein de choses, qui ont très peur, qui ont des pensées ou des peurs irrationnelles. Tout ça, ça peut être des symptômes, entre guillemets, d'un subconscient qui prend beaucoup de place. Parce que le but, c'est justement de mettre la lumière sur tes parts d'ombre pour pouvoir les intégrer dans ta vie et accepter profondément qui tu es et aussi pour te connaître profondément. Je parle beaucoup dans le podcast à chaque fois de l'importance d'être authentique, etc. Ça, c'est des choses. Être authentique, oui, mais d'abord, il faut savoir ce qui est authentique. Et on peut faire un travail un peu moins profond et moins intense et arriver à découvrir qui on est authentiquement. Mais c'est vrai qu'il va y avoir ces autres couches profondes qui vont être de l'ordre de la part d'ombre et de l'enfant intérieur. Tout ça, c'est des choses qui sont très profondes et qui sont du coup hyper importantes pour vraiment se libérer de plein de choses et apprendre à se connaître. Pour moi, dans ma vie, guérir mon enfant intérieur, ça a fait que j'ai pu avoir beaucoup plus d'amour propre en fait, tout simplement. Moi, c'est vraiment passé par là. C'est vraiment passé par le fait de regarder une photo de moi enfant et de me dire « Ah ouais, non mais c'est moi en fait, c'est vraiment moi qui me regarde moi quand j'étais enfant. » Et ça m'a fait prendre un recul du genre tout ce que je ne faisais pas pour moi-même, tout l'amour que je ne me donnais pas ou quand je ne m'autorise pas à être moi-même ou à dire ce que je pense. Je me suis dit, quand je me réprime comme ça, je réprime cet enfant. Et ça m'a fait un choc hyper grand et c'est vrai que ça m'a ouvert la voie à un amour propre qui est quand même plus profond que tout ce que j'avais construit avant. On peut intégrer ce travail dans la part d'ombre du coup, sauf que pour moi, la part d'ombre, ça a été, mélangé à l'enfant intérieur, mais il y avait quand même des choses qui étaient très profondes parce que dans la part d'ombre, il y a aussi des choses qui sont liées, par exemple, à la sexualité ou à d'autres thèmes en fait qui sont très adultes au final et qui sont pas liées à mes blessures d'enfant intérieur. Elles sont venues plus tard, quand j'avais une compréhension différente des choses qui se passaient autour de moi. Mais c'est quand même des choses qui vont main dans la main. De base, quand j'avais pensé à cet épisode, j'allais faire un thème spécifique, donc sur la part d'ombre, mais c'est vrai que je le focusais vraiment beaucoup sur moi. Et du coup, j'allais vous parler de la peur d'être vue. Parce que pour moi, une big part d'ombre chez moi, c'est sur le fait d'aimer être vue, mais de le réprimer de fou. J'allais vous expliquer un peu rapidement comment j'ai grandi pour vous donner un exemple de comment une partie de nous-mêmes peut être réprimée et comment ça se traduit dans une vie du coup. Mais ensuite, je me suis dit que c'était peut-être trop limité à moi de faire un truc spécifiquement sur la peur d'être vue parce que ça, c'est mon histoire, c'est ma personnalité. Mais au fond, je me suis aussi dit que c'est que en racontant mon expérience, même si vous, c'est pas exactement les mêmes trucs, vous allez pouvoir voir un peu le schéma et le fonctionnement de comment j'ai découvert, comment je suis née avec quelque chose, qu'ensuite j'ai réprimé, comment ça se traduisait dans ma vie et comment ensuite j'ai capté et j'ai commencé à le libérer. Donc let's go. Tout ça, toutes ces idées, tous ces trucs-là dont je vais parler, en fait, ça m'est revenu en écoutant
un épisode de podcast d'une autre fille qui a un podcast et qui s'est mise à parler, je sais plus qui c'était, mais qui s'est mise à parler qu'en gros, elle avait toujours voulu être une star et tout, bref. Et ça m'a trop rappelé moi. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment trop rappelé moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous raconter un peu certaines choses de ma personnalité et de ma vie. En gros, comme je viens de le mentionner, tu nais juste avec une personnalité et avec quand même des traits de caractère qui sont propres. D'ailleurs, c'est tout le délire de l'astrologie, c'est un peu ça. C'est que tu vas naître avec un certain soleil, lune, ascendant, Vénus, enfin, toutes les planètes qui vont venir constituer ton charte astrale. Et au final, ce que ça fait, c'est que tout le monde est unique et que tout le monde a des caractéristiques complètement différentes sur différents thèmes. Et ça, malgré le fait d'être né dans la même famille, tu peux avoir une éducation similaire et pourtant le ressentir d'une manière complètement différente parce que tu vas naître pour être une personne différente de ta sœur, de ton frère, de tes cousins, tu vois. En fait, tu nais pour être toi. Et ça, pareil, c'est un truc que je dis souvent dans le podcast et c'est exactement ça que je veux dire, en fait. C'est que peu importe si tu grandis de manière similaire ou non, où tu grandis et le type de message qu'on va te donner, il va toujours y avoir quelque chose à l'intérieur de toi qui est complètement unique et qui va filtrer les informations de manière différente et qui va faire que tu as des réactions complètement différentes. Donc ça, c'est incroyable et c'est trop bien dans une vie du coup qu'on soit tous aussi uniques et différents. Mais du coup, par exemple, moi j'ai un frère et j'ai 2 sœurs. On a grandi donc avec les mêmes parents, on a les mêmes parents et avec des situations similaires par rapport à plein de choses et pourtant on est des personnes différentes et on est des personnes qui ont des visions différentes, des envies différentes et même pour certains. Après, parfois, quand on est autant dans une famille, forcément qu'il va y avoir des personnes plus similaires que toi dans la manière de voir les choses, mais je trouve qu'on a quand même tous une interprétation plus ou moins différente de certaines choses. Ce qui est normal, ce qui est sain, parce que chacun est sa propre personne. Alors, moi, quand je suis née, mon bail... Ah déjà, je voulais faire une parenthèse astrologie parce que je vous ai parlé un peu du chart et tout. Allez voir votre chart et mettez donc la ville où vous êtes né, la date, le jour et allez voir votre Lilith. Alors, c'est un truc hyper spécifique, mais votre Lilith, elle est en quel signe? Et vous allez voir, c'est cohérent avec tout ce qui est part d'ombre, etc. Parce que Lilith, enfin, si vous connaissez un peu, c'est une image biblique, enfin, de ce que j'en connais. Et c'était la première femme qui a été créée par Dieu. C'était pas Ève, c'était Lilith, sauf que du coup Lilith était désobéissante. Donc ils l'ont dégagée et ils ont créé Ève qui elle était hyper obéissante face à l'homme. Bref, en gros ça c'est l'histoire très 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 résumée. Okay. Et donc Lilith, elle représente vraiment cette part d'ombre, cette femme qu'on n'arrive pas à soumettre, qui a sa propre volonté, ses propres opinions. Donc il y a quelque chose de très révolutionnaire en fait en Lilith. Et dans votre charte astrale, Lilith représente votre part d'ombre que vous essayez de cacher, mais qui en fait, il faudrait juste intégrer dans votre vie. Donc, c'est la partie de vous que vous n'arrivez pas à accepter. Mais justement, en fait, quand on n'accepte pas une partie de nous-mêmes, on crée un conflit intérieur. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'une fois qu'on résout ce conflit intérieur qu'on est plus en paix avec nous-mêmes et plus en paix avec qui on est. Et donc, avec la vie qu'on mène, la personne qu'on est avec les autres, etc. Donc, par exemple, moi, je ne sais pas si je vous dis maintenant ou après avoir raconté comment j'ai grandi. Non, ok, je vais vous raconter après, comme ça, vous allez voir que c'est un peu drôle. Moi, je nais le 29 janvier et j'avais déjà donc ma grande sœur et j'ai mon petit frère qui est né 1 an après moi, 1 an et demi après moi. Donc je grandis dans ma famille. Mon père a toujours énormément travaillé. Donc je le voyais très peu souvent. Et ensuite, il y avait ma mère qui était femme au foyer, qui s'occupait de s'occuper de nous d'une manière dans les faits en fait. Comment on s'occupe de quelqu'un, c'est-à-dire on fait à manger, la maison était toujours hyper propre, nos vêtements étaient toujours hyper propres, elle s'assurait qu'on soit bien habillé pour l'école, vous voyez, ce genre de trucs. Et ensuite, il y a toute une partie très émotionnelle qui était comblée donc par la présence de ma grande sœur qui a 9 ans de plus que moi et vraiment beaucoup de mes souvenirs d'enfance très très heureux, en fait c'est avec ma grande sœur et mon petit frère où vraiment on passait énormément de temps ensemble et on faisait beaucoup de choses ensemble et ça c'était vraiment génial. Je me souviens de la relation que j'avais avec eux, c'était vraiment hyper spécial et c'était vraiment trop bien. Mais on a tous grandi donc un peu différemment avec nos personnalités différentes et moi très vite ce qui
ressortait chez moi très naturellement, c'était le fait que j'aimais beaucoup, je sais pas comment le dire, mais j'aimais beaucoup briller. J'aimais qu'on me remarque. J'aimais tout ce qui était lié à l'art, mais beaucoup à la performance. Par exemple, je me souviens que je faisais de la danse et j'avais des spectacles de danse. Je me souviens par exemple une fois aussi en primaire, on avait organisé un petit théâtre et en fait j'adorais monter sur scène et j'adorais me faire jolie avant de monter sur scène et ensuite être sur scène, les lumières, la petite adrénaline, les applaudissements. Ça me faisait vraiment, vraiment vibrer quand j'étais enfant. J'attachais beaucoup d'importance au fait de me sentir jolie, de me sentir confiante et de me sentir visible en fait. Donc j'étais extrêmement coquette. Tous mes jeux dans ma chambre, je faisais semblant d'être une star en fait. J'inventais des chorégraphies. J'ai eu à un moment donné un micro. Ça m'a trop marqué. J'avais un micro. Il avait genre une boule à facettes un peu, mais pas vraiment une boule à facettes, vraiment un truc qui faisait de la lumière partout en mode en boîte. Et genre ça, et je faisais des concerts. Et même juste dans ma tête, genre depuis que je suis enfant, c'est trop marrant en vrai. Je me disais que j'étais une star en fait. C'était constant dans ma tête. J'étais en mode, mais moi je suis une star. Et par exemple, quand je me réveillais le matin et que je devais aller aux toilettes, quand je passais dans le couloir de ma maison, je faisais semblant qu'il y avait des paparazzis et que je cachais mon visage et tout parce que j'étais pas maquillée. Mais ça, je le sais, j'avais 7-8 ans. Bref, ça me fait trop rire. Et aussi, j'imaginais que j'étais Maria Camaro. Du coup, j'étais trop connue. Bref, je pense que vous avez un peu compris ma personnalité de base. C'était ça. J'étais vraiment en mode, j'aimais trop la life. J'étais pas si timide que ça au final. Et ça, vous allez voir que je dis au final parce que au final, toute une personnalité que j'ai construite un peu en niant complètement mes parts d'ombre, toutes les parties de moi que j'avais mis dans l'ombre, ça a au final créé une personnalité très timide et très angoissée et très renfermée sur moi. Alors que de base, quand je me connecte à qui je suis de base, c'était pas du tout ça. Donc voilà, je grandis comme ça c'est ma personnalité de base. Je me souviens que ma grande sœur, du coup, ça la faisait rire. Par exemple, j'ai des souvenirs de ma grande sœur qui m'habille, qui me maquille, qui ensuite me fait un photoshoot, de ma grande sœur qui montait des pièces de théâtre pour mon frère et moi. Il y avait quand même un truc où, dans mon cercle familial des personnes avec qui j'étais le plus, donc ma grande sœur et mon petit frère, j'étais pas du tout réprimée. C'était genre, ils me faisaient jamais me sentir mal pour ce que j'étais ou quoi. On était juste tous les trois et c'était trop une bonne vibe, je m'en souviens. Mais c'était pas interprété comme ça par tout le monde. Quand j'étais comme ça et que j'ai commencé à être vraiment comme ça, j'ai commencé à capter que ça déplaisait un peu à mes parents en fait. Je me souviens en fait, j'ai des forts souvenirs parce que ça m'a quand même beaucoup marqué. Donc de moi qui commence à être moi-même, donc avec ma propre personnalité, et d'avoir très vite des réflexions sur ça. Dans les choses qui m'ont le plus marqué, il y a par exemple mon père qui me disait à chaque fois que je riais trop fort. Je prenais trop de place, que je faisais trop mon intéressante, que c'était pas bien. Vraiment, il y avait beaucoup ce truc d'être too much. Et ça, je l'ai senti assez vite au final. Et du côté de ma mère, c'était plutôt... J'essaie de choisir mes mots parce que je sais que ma mère écoute mon podcast et j'ai pas envie de dire des choses blessante et j'ai pas envie de la blesser, mais c'est important aussi pour moi de raconter mon histoire et la manière dont je l'ai vécue et pourquoi je suis de la manière dont je suis, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc chez ma mère où comment je me sentais trop hype. J'étais presque une enfant un peu trop confiante, mais comme tous les enfants sont censés être en fait. Et je sentais que ça, c'était pas hyper accueillie et qu'il y avait un truc un peu de bon, faut que Loana elle redescende quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal avec certaines choses qu'on m'a dites parce qu'au final je me rends compte que j'étais juste une enfant qui était en train de devenir elle-même, qui était en train d'expérimenter une partie de ma personnalité. Si c'est là une des premières parties de ma personnalité qui est sortie, c'est que au final c'était quand même une partie importante. J'ai très vite senti que c'était too much. Il y avait aussi le fait que autour de moi, en fait j'ai très vite quand même senti que j'étais un peu seule dans mon délire et dans ce que j'appréciais. J'ai très vite senti en fait que c'était peut-être un peu bizarre d'être comme moi et au final on me faisait comprendre, après pas de cette manière et j'étais enfant donc je l'ai intégré d'une manière différente, mais que ma personnalité c'était un peu too much et au final je regardais autour de moi et je voyais que bah ouais effectivement il n'y avait pas d'adultes qui avaient des traits ou des envies similaires
aux envies que j'avais quand j'étais enfant. Et du coup, je me suis dit, ok, non, peut-être que c'est bizarre. Par exemple, moi, depuis que j'ai 8 ans, en fait, je me dis, moi, je veux être une star, je veux briller, je veux chanter, je veux danser. Et en fait, autour de moi, il n'y avait aucun adulte qui aimait ou faisait ce genre de choses dans ma perception d'enfant. Il y avait même aucun adulte vraiment qui aimait briller, tu vois. C'était tous des adultes, ils avaient un taf, bien comme il faut, et des enfants, et une maison. Donc, en fait, très vite, je me suis dit, ok, j'ai compris, c'est too much. C'est vraiment too much. Et du coup, j'ai commencé à me renfermer un peu sur moi-même. Après, comme je vous dis, avec mon frère et ma sœur, je continuais à être quand même vachement moi-même. Mais au final, intérieurement, j'ai commencé à vachement intégrer que c'était pas bien d'être comme moi, en fait. Qu'il y avait une partie trop... Comme si c'était une forme d'arrogance, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloquée dans ma vie. Mais au final, je peux vous dire aujourd'hui que avoir envie d'être vu, c'est au final quelque chose d'assez naturel, qu'on a tous d'une manière différente et à des degrés différents. Je veux dire, on n'a pas tous envie de devenir une star, ça je le comprends, mais à des degrés différents, on a tous quand même besoin d'être vus pour qui on est et acceptés pour qui on est. Et en fait, je sentais que j'étais pas acceptée pour qui j'étais. Et je l'ai senti très très jeune. Et du coup, je me suis renfermée sur moi. De plus en plus, mais j'ai maintenu quand même à l'intérieur de moi cette image de qui je suis vraiment et de qui j'ai envie d'être. Mais sauf que j'ai commencé à l'être uniquement quand j'étais seule. J'ai commencé activement et consciemment à cacher des parties de moi-même et à calmer des parties de moi pour pas que ça se remarque. Je grandis. J'ai aussi grandi dans une ambiance où l'enfant n'avait pas énormément le droit à la parole, en fait. J'ai des souvenirs où on n'avait pas vraiment le droit de se défendre, par exemple, quand on trouvait qu'on était accusé à tort ou où on trouvait que nos parents, ils étaient un peu durs, etc. Surtout avec mon père, il y avait vachement ce truc de pour qui tu te prends, tu oses parler. Il y avait vachement ce truc. Donc, on a tous, je pense, collectivement commencer à nous créer cette personnalité, cette façade en fait de personnes un peu, pour certains c'est timide, pour d'autres c'était dans la timidité, dans le fait de pas dire vraiment ce qu'on pense. En fait on n'a pas été habitué à avoir une voix et à l'utiliser. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est comme ça que je le sens. C'est qu'on n'était pas encouragé à parler, se défendre, argumenter, qui sont en fait des choses qui sont hyper importantes parce que même un enfant a sa manière de penser et a le droit de l'exprimer. Je comprends bien qu'il y a tout ce qui touche à l'éducation, etc. Mais là, je parle pas vraiment de ça. Je parle du fait que l'enfant a une voix et il a le droit d'être écouté. Et moi, chez moi, c'était non, ça. C'était interdit. On s'est tous habitués un peu à rester calme et dans notre coin et à être nous-mêmes, pour ma part en tout cas, à être moi-même quand j'étais seule ou alors à la limite à être moi-même quand j'étais avec mes frères et sœurs. Mais c'est vrai que toutes les autres personnes, les adultes surtout, j'ai commencé à me cacher et à me dire ok, ça c'est bon, je peux montrer et ça c'est pas bon. Du coup maintenant je vais vous dire ma Lilith elle est en quoi, parce que maintenant que je vous ai expliqué un peu mon enfance rapidement, ce que je me souviens et ce que je ressentais. Ma Lilith, elle est en Lion. Et donc, comme je vous ai dit, Lilith incarne notre part d'ombre. Et donc, notre part d'ombre, c'est ce qu'on va initialement essayer de cacher et que dans une vie, si on fait un travail sur nous, on est censé un jour accepter notre part d'ombre et l'intégrer dans notre vie. Lion, pour les personnes qui savent, qui se connaissent un peu en astrologie, c'est justement, donc c'est le signe soleil en fait. Et c'est le signe qui aime briller, qui aime être remarqué, qui parle, qui danse, qui vit en fait. C'est un signe hyper vivant. C'est un signe quand il est dans sa phase un peu dark. Donc les lions qui sont pas hyper évolués, ils peuvent effectivement avoir une grosse partie d'arrogance. Mais en fait, si on va regarder plus loin, c'est juste des personnes qui acceptent totalement le fait de briller et d'être vues. Et c'est trop marrant du coup que ma Lilith, elle soit en lion. Parce que moi, je sens que de base, quand je suis née, j'étais en mode I'm a fucking star, genre. Et que c'est après que c'était en mode « Oops, c'est too much ». Genre, on me fait bien comprendre que c'est too much. Bref, donc c'est devenu ma part d'ombre. Le truc avec les parts d'ombre, c'est qu'elles finissent forcément par ressortir. C'est pour ça que c'est important de les identifier et de les incarner, en fait. Ou de les accepter, ou de les introduire dans notre vie. Parce que sinon, elles te bouffent de l'intérieur. Et elles ressortent forcément d'une manière ou d'une autre. Les personnes qui ont zéro connaissance de leur part d'ombre, zéro acceptation de leur part d'ombre. C'est des personnes, donc comme je l'ai mentionné un peu au début de l'épisode, qui sont
pas forcément bien avec elles-mêmes. Et du coup, c'est des personnes qui vont qui vont beaucoup critiquer les gens ou avoir beaucoup de jalousie, qui vont être fake aussi, qui osent pas vraiment être eux-mêmes, qui sont réactifs, impulsifs, qui peuvent être agressifs aussi dans leurs mots. Il y a un truc un peu chez la personne qui a beaucoup de parts d'ombre et qui ne les accepte pas et qui voit peut-être un autre individu qui lui respire l'authenticité et une personne, ça se voit qu'elle s'accepte, qu'elle accepte ses rêves, elle accepte de douter, en fait elle accepte d'être humaine et de vivre quoi. Chez les personnes qui ont une grosse encore part d'ombre, ça peut causer beaucoup de choses. Donc comme je l'ai mentionné, la jalousie, mais il y a aussi tout ce truc un peu agressif de... Ils veulent que tu redescendes en fait. Et ça pareil, c'est un truc que j'ai mentionné souvent dans mes épisodes, mais il y a quand même un truc de pourquoi tu te permets d'être ce que moi je ne me permets pas, pourquoi tu te permets d'être toi-même alors que moi je me sens obligée de le cacher autant, pourquoi toi tu fais ci alors que moi on m'a interdit de le faire et du coup je le fais pas. Il y a beaucoup un truc de comparaison qui se joue où quand tu as beaucoup de parts d'ombre et que tu ne te guéris pas, tu deviens une personne vraiment aigrie déjà, mais surtout, et là où ça va être vraiment compliqué souvent. Quand il y a une part d'ombre, tu crées donc un conflit intérieur et le conflit intérieur, ça peut se manifester par, au fond, si on veut simplifier les choses, c'est que tu te détestes en fait parce qu'il y a une partie de toi que tu n'acceptes pas. S'il y a une partie de toi que tu n'acceptes pas et que tu te détestes, que tu as de la difficulté à te donner de l'amour et à grandir de manière saine, etc., ça peut se traduire par de la dépression, de la forte anxiété, des troubles alimentaires. Ça peut se retrouver par te faire du mal. Ou alors, ça peut se retrouver à faire du mal aux autres. Donc, avoir des réactions émotionnellement abusives et impulsives. Tes parts d'ombre, en fait, ça se remarque. En fait, ça se voit que tu n'es pas une personne guérie sur certaines choses. En fait, ça se remarque parce que même si c'est des parts d'ombre et que personne autour de toi pourra dire « Ah, c'est ça qui cloche ». Pour le coup, part d'ombre, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, je trouve. C'est vraiment quelque chose que... C'est pas ta mère ou ta sœur ou ta meilleure amie qui va pouvoir te dire « Oh, c'est ça ta part d'ombre ». La part d'ombre, c'est tellement dans l'ombre que normalement, il y a que toi qui peux vraiment la voir, l'analyser et te confronter à elle. Mais en gros, à partir du moment où tu fais quelque chose dans ta vie, où tu dis quelque chose, où tu incarnes quelque chose, et que tu peux pas vraiment expliquer d'où ça vient, ça veut dire que ça vient de l'inconscient ou du subconscient. Je crois que c'est la même chose. J'espère que c'est la même chose parce que depuis le début de l'épisode, je dis les deux mots comme si c'était la même chose. Mais ça vient d'une partie de toi que tu n'as pas analysée. À partir du moment où tu peux avoir une réaction et ensuite te demander pourquoi j'ai eu cette réaction, ça veut dire qu'elle vient de cette partie, de cette zone de toi-même que tu n'as pas identifiée. Elle vient d'une zone que tu ne connais pas de toi. Parce que sinon, tu pourrais dire exactement pourquoi tu as fait ces choses-là. Et d'ailleurs, le fait qu'une réaction impulsive revienne beaucoup de fois dans ta vie ne veut pas dire que c'est une réaction que tu connais et qui vient de ta personnalité. Parce qu'à partir du moment où tu ne connais pas la base du pourquoi tu as ces réactions, le fait qu'elles se sont reproduites toute ta vie ne veut pas dire que tu les connais. Parce que la base, le pourquoi, tu continues à l'ignorer. Même si ça a des répercussions toute ta vie, ça reste une conséquence d'une zone d'ombre que tu ne vas pas chercher, que tu ne vas pas interroger. Tout ce qui est de l'ordre de la sensation de perte de contrôle, donc une très grande impulsivité, une très grande émotion face à quelque chose, ça vient d'une zone d'ombre. Ça vient de ton ombre. Pour en revenir un peu à mon histoire, du coup, pour vous expliquer un peu tout mon processus ensuite, ce que ça a créé chez moi, c'est que d'une enfant qui aimait beaucoup être vue, j'ai créé une vraie peur d'être vue. Et donc ça, c'était de base le sujet initial de mon épisode. La peur d'être vue. La peur d'être vue, c'est quoi ? C'est la peur d'être vue ou entendue pour la version la plus authentique de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas la peur d'être vue parce qu'on peut avoir des tonnes de masques qu'on met en fait en société, mais c'est vraiment la peur d'être vue qui on est vraiment en fait. Et ça peut passer par plein de choses, par minimiser ses passions, ses rêves, ses talents, ne pas dire nos vérités, nos opinions, cacher consciemment des parties de nous, les laisser s'enfouir profondément dans qui on est et faire semblant qu'elles n'existent pas. Tout ça, c'est la peur d'être vue en fait. Et moi, c'est exactement ce que j'ai créé. D'où le fait que j'ai créé aussi toute cette timidité, etc. Mais c'était pour protéger la vraie moi. Parce que je me disais, c'est pas acceptable en fait d'être comme ça.
Donc, à vous aussi d'analyser chez vous. Allez reprendre par exemple une photo de vos enfants. Moi, ça m'a aidé de fou de faire ça. Mettez-vous vraiment en face de cette photo et regardez cette photo. Connectez-vous au fait que c'est vous. C'est vous qui avez grandi, oui, mais c'est vous en fait. Et connectez-vous à ce que cet enfant sentait. Qui est cet enfant profondément? Et essayez de vous souvenir de ce qui vous tenait à cœur, de ce que vous aimiez, de souvenirs qui vous ont marqué. Essayez vraiment de vous connecter avec vous-même au fond, avec qui vous étiez. Et une fois que vous faites ça, vous êtes dans un espace où vous étiez très authentique en fait. Où vous saviez pas être autre chose que vous-même. Vous étiez en train d'apprendre la vie et comment se comporter avec les autres. Et donc là, vous allez toucher à un truc qui est hyper fort, qui est pré-construction sociale, familiale, quelque chose de très pur en vrai de vrai. Une fois que vous êtes connecté à ça et que vous êtes souvenu de qui vous êtes, et de toutes ces choses que vous avez minimisées chez vous pour vous adapter en fait. Et c'est un peu un truc de survie quoi, c'est pour être dans le groupe, c'est pour être accepté par le groupe. Vous allez pouvoir identifier qui vous êtes vraiment et essayer de voir ce que vous pouvez faire pour reprendre ces parties-là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, rien que de vous reconnecter à qui vous étiez enfant, ça peut vous faire connecter à des choses qui sont devenues votre part d'ombre. Le schéma de base, c'est qu'il y a le nous, enfant, pur, du coup. En étant nous-mêmes, on va comprendre, capter par rapport à certaines réactions qu'on a autour de nous, que certaines choses ne sont pas hyper acceptées. Et par exemple, c'est là que ça dépend vachement de notre schéma familial. Parce que par exemple, être la toi de base dans une autre famille, ça se trouve, ça aurait eu des conséquences et des réponses complètement différentes en fait. Imaginons que quelqu'un qui est hyper créatif, il naît dans une famille où les gens ils sont hyper genre en mode scientifique, il n'y a que ça qui compte. Je dis un exemple de merde. En gros, cette personne, dans la manière dont elle va grandir, elle va peut-être intégrer que la créativité, c'est pas quelque chose de si positif que ça, tu vois. Elle va pouvoir avoir plein de pensées limitantes par rapport à ça et peut-être pas creuser quelque chose qui est hyper propre à elle-même, mais parce que dans sa famille, c'est pas accepté. Alors que la même personne qui grandit dans une famille où tout le monde gagne son argent grâce à sa créativité, en gros, cette personne, elle va être beaucoup plus accueillie dans ce délire-là. C'est pour ça que chaque histoire est hyper différente parce que le même type de personnalité dans des familles différentes, il va y avoir des conséquences et des réponses complètement différentes. Mais c'est pour ça que c'est important de se libérer de ce que tes parents pensent et de ce qui est commun entre guillemets dans ta famille, parce que sinon tu prends le risque de pas être toi-même juste parce que tu imites au fond ce que t'as autour de toi. Ce qui est d'ailleurs hyper commun. D'ailleurs, j'ai fait des recherches sur ça. C'est hyper commun que les enfants reprennent le travail d'un de leurs parents. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est sûr que si. Je connais plein de gens qui sont dentistes et leurs parents, ils étaient dentistes. Ou si tes parents sont dans le médical, t'as plus de probabilité pour être dans le médical. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour les stars. On appelle ça les Nepo Babies. Népotisme, quoi. C'est comme ça qu'on dit en français, je pense. Je sais pas. Par exemple, je sais pas, Miley Cyrus, Dua Lipa, Angèle, énormément de stars. En vrai, leurs parents, c'est déjà des stars. Et du coup, dans tout ce délire de ça dépend de la famille où tu nais, en fait, par exemple, je donne un exemple tout con, mais je me souviens que ça m'avait marqué. J'avais regardé le documentaire d'Angèle et elle a dit que Angèle, qui est une big star et qui est même une plus grande star que ses parents, mais parce que ses parents, c'était juste en Belgique et elle, c'est dans plein d'autres pays, enfin, c'est mondial en fait. Donc, on n'est pas du tout sur la même échelle. Mais par exemple, il y a un truc qui m'a marqué dans son documentaire, c'est qu'elle disait que depuis qu'elle était petite, elle trouvait ça bizarre parce que quand elle allait au supermarché ou quoi, les gens arrêtaient ses parents pour prendre des photos et avoir des autographes. Et en fait, mine de rien, et c'est là où c'est trop intéressant de voir comment tu as grandi et les pensées limitantes de ta famille pour essayer de pas les reproduire. Parce qu'au fond, ce qu'on voit en grandissant, c'est quand même les limites qu'on va se poser ensuite. Et si on voit par exemple un parent... Bref, je reviens sur mon exemple d'Angèle parce que je pense que ça sera beaucoup plus facile à expliquer avec cet exemple-là. Donc, elle voyait ses parents avoir de la fame en fait. Donc, dans ses pensées limitantes, en grandissant, elle peut pas avoir eu que la fame, c'était quelque chose d'inaccessible ou quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a directement grandi. Alors, je sais pas du tout comment ils ont grandi. Hein. C'est un exemple absolument comme ça, quoi. Elle a grandi en voyant déjà ses parents être récompensés par leur créativité. Donc déjà, il y a un message, il y a une pensée limitante qui est très commune, qui ne peut pas exister, qui est tu peux avoir de l'argent en faisant les choses que tu aimes, ce qui est déjà une base dans la vie qui est géniale.
c'est trop bien comme exemple. Et ensuite, il y a aussi la fame. C'est accessible. Si tes parents, ils ont déjà la fame, mais toi, dans ta tête, tu dis la fame, elle est accessible de ouf. Bref, je sais pas si c'est un exemple pertinent ou pas, mais tout ça pour vous dire que c'est trop important d'analyser votre famille, analysez-vous et de comprendre si vous êtes en train de turn down un peu des choses de vous-même parce que votre famille n'est pas comme ça. Et parce qu'en plus, c'est encore plus horrible parce que souvent dans les bails comme ça, c'est-à-dire que tu vas être un peu le petit mouton noir, quoi, le mouton qui s'inclut pas dans le bail, ou tu vas te sentir comme ça. Mais à tous les coups, il y a un de tes parents ou tes deux parents, ils sentent ça, tu vois, ils sentent qu'ils sont pas eux-mêmes parce que blabla. Si ça se trouve, tes grands-parents, ils ont senti qu'ils étaient pas eux-mêmes parce que blabla, parce que le statu quo, quoi, parce que la famille, parce que la société. Et du coup, au final, tu crées des pensées limitantes qui passent sur tout le monde, en gros. Et au final, plus personne a la sensation d'être vraiment lui-même ou... Enfin, vous voyez? Après, je sais pas, je veux pas parler pour personne de spécifique dans ma famille. En fait, je parle juste de comment ça peut être négatif, en fait, de pas se poser de questions. En fait, je veux juste dire ça. Pas se poser de questions, c'est mortel. Genre, c'est pas possible de vivre comme ça. Vous êtes obligé de vous poser des questions et vous êtes obligé de comprendre... Vous êtes obligé, genre, je vous menace. Mais vous êtes... C'est obligé de comprendre qui vous êtes et pourquoi vous n'avez pas laissé ça briller plus tôt ou pourquoi vous bloquez certains chemins et pour pouvoir vous libérer de ça. Et pourquoi c'est important de savoir un peu et d'analyser comment votre famille fonctionne parce que parfois, et ça pareil j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais parfois quand tu commences à changer ça déplaît aux gens, mais de comprendre que ça déplaît pas aux gens parce que c'est pas bien, mais que ça déplaît aux gens parce que t'es en train de toucher un truc que eux n'ont pas voulu toucher, ça remet les choses en perspective et ça peut t'aider à malgré tout continuer ton chemin, quoi. Donc pour reprendre ce que je disais il y a 3 minutes avant de me perdre sur les exemples, c'est que donc il y a la toi enfant authentique qui va se sentir shame. Comment on dit shame en français déjà? Oh, c'est dramatique là ce qui se passe. C'est la honte. Qui va sentir de la honte pour quelque chose qu'elle est de manière naturelle. Si tu sens de la honte pour qui tu es, tu vas avoir envie de le cacher. Et du coup, tu vas commencer à te formater et à créer aussi plein de pensées limitantes que tu vas attraper un peu des personnes et des situations que tu as autour de toi. Du coup, tu t'adaptes et du coup, tu te perds. Tu perds la vraie toi. Donc là, je voulais quand même vous laisser avec la question qui vous êtes quand personne est là? Qui vous êtes quand personne vous regarde, quand personne vous écoute? Qui vous êtes quand vous êtes seul avec vous-même? Quelles envies reviennent sans cesse dans votre tête mais que vous réprimez? Quels rêves vous avez quand vous vous autorisez à rêver? Qui vous êtes quand vous n'avez pas peur de tout chambouler avec qui vous êtes ou avec vos idées? Ça, c'est un point hyper important. Ensuite, il y a aussi analyser donc tout ce qu'on appelle les triggers, les réactions émotionnelles. Ça, c'est hyper important. Moi, un de mes triggers, c'est que quand je me sens incomprise, je me renferme immédiatement et j'ai plus aucune envie de parler avec la personne. Ça, c'est une réaction que je contrôle pratiquement pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je capte qu'on ne capte pas, et c'est pas un truc de on a une opinion différente ou quoi, mais qu'on est en train... voilà, c'est ça. Dès que j'ai la sensation qu'on est en train de juger qui je suis au plus profond de moi-même, et parce que je m'en fous qu'on soit différent, mais le fait qu'on me juge, ça me dérange énormément parce que je pense que ça me rappelle des trucs justement de l'enfance, etc. Et donc, ça me trigger et je me renferme immédiatement et j'ai plus aucune envie de parler avec la personne. J'avais aussi une réponse très forte face à la colère et c'était un de mes triggers, une des choses en fait qui me rappelait d'autres situations et que du coup j'avais des réactions qui n'étaient pas forcément proportionnelles à ce qui se passait vraiment. Ouais, c'est tout ce qui avait à voir avec la colère. Quand quelqu'un était en colère contre moi, la colère c'est quelque chose que je gère très mal, mais en fait si je vous parle de ça dans cet épisode-là, on rentre dans du deep, mais sans rentrer dans trop de détails, j'ai grandi dans une ambiance qui était assez colérique et violente. Et du coup, par exemple, il y a eu un moment dans ma vie d'adulte où j'ai dû regarder ça en face parce que je captais que déjà la colère c'est une émotion normale et que moi je m'autorisais pas à la sentir, mais parce que j'associais directement la colère à la violence. Et c'est vrai que ça a été tout un processus pour moi de comprendre comment, entre guillemets, me disputer d'une manière saine en fait. Parce que dès que je voyais quelqu'un en colère, je l'associais directement à la violence, alors que j'ai dû capter que c'était deux choses différentes. Une réaction que j'avais face à la colère, immédiatement en fait, j'avais une pensée qui était je ne serai plus jamais victime de ça. Et c'est là où on va dans l'ordre de ce qui touche un peu aux réactions émotionnelles incontrôlées. Et il s'est passé un truc assez fou, en fait, qui était complètement inconscient.
et c'est ma copine en fait qui me l'a dit, c'est que je n'acceptais aucune forme de colère devant moi, mais que dans le délire de je ne serai plus jamais une victime, je me mettais en colère et par exemple, j'allais, imaginons, claquer une porte. Chose qu'en fait, je sais que si elle claquait une porte, j'aurais pété un câble. Et moi, je m'autorisais à le faire. Donc, en fait, c'était trop bizarre parce que c'était dans l'ordre de la colère. Je ne me laisserai plus jamais faire, mais du coup, je m'autorise à faire des choses qu'à toi, je ne t'autoriserai jamais. Vous captez un peu le délire? Bref, et tout ça, en fait, ça vient de mes expériences du passé. Et par exemple, ça, c'est un trigger et c'est intéressant d'aller chercher et d'être avec des personnes aussi qui peuvent vous illuminer des parts d'ombre, qui peuvent vous montrer des choses, des réactions émotionnelles que vous avez naturellement même sans vous rendre compte. Analyser ce qui vous provoque des réactions émotionnelles démesurées presque. Une fois que vous avez fait quand même une petite analyse sur vous et sur ce qui vous entoure et que vous avez réussi à vous reconnecter avec des parties de vous et que vous avez eu des petits détails de vos parts d'ombre, ce qui peut être intéressant, c'est d'intégrer vos parts d'ombre petit à petit dans votre vie. Déjà, il y a tout ce qui est de la part d'ombre qui est pas saluée parce qu'elle est considérée un défaut. En fait, il faut comprendre que quand je dis défaut, il y a plein de choses au fond quand on fait une analyse qui ont été qualifiées de bien ou pas bien, de correct et pas correct, de moral, immoral, qui, si on regarde bien, c'est plus comme des règles qui ont été imposées et qui, en fait, sont pas vraiment forcément des mauvaises choses. J'espère que toutes les personnes qui écoutent peuvent avoir le discernement de savoir si quelque chose est réellement un défaut ou plutôt un défaut, oui, mais parce que tu touches à un statu quo ou parce que, voilà, vous avez capté. Une fois que vous avez identifié des choses chez vous que vous avez mis directement en part d'ombre, c'est intéressant de les inclure dans votre vie petit à petit et donc de passer par une phase d'intégration. Essayez de travailler sur ce que vous avez mis dans l'ombre et de l'accepter. Parce qu'en fait, tout le travail de apprivoiser ces parts d'ombre, ça passe aussi par un travail d'acceptation totale de qui on est. Le but, c'est de voir ces parts d'ombre et de les transformer en savoir et en sagesse, en fait, quelque part. Donc, par exemple, la peur. On ressent de la peur. Ça va être dans notre part d'ombre. Mais la transformer en lumière, ça va être juste une opportunité d'avoir du courage, de ressentir le courage, qui est quelque chose qui n'est pas hyper facile. Mais oui, par exemple, parenthèse, mais je me souviens de la toute première fois où j'ai fait l'exercice avec l'enfant intérieur. J'ai très vite eu le message, genre cette phrase de « plus je serai courageuse, plus ça guérira mon enfant intérieur ». Et c'est quelque chose qu'ensuite j'ai essayé de mettre en application. Et c'est vrai, en fait, plus je suis courageuse et je m'autorise à être moi-même, à être vue, etc., ça me guérit. J'ai l'impression de me reconnecter avec qui je suis vraiment. Par exemple, je me sens plus moi-même et proche de l'enfant que j'étais que quand j'avais 22 ans, par exemple. Alors qu'en termes de timeline, quand t'as 22 ans, t'es plus proche en année de qui t'étais enfant. Et pourtant, genre, aujourd'hui, à 27 ans, je me sens beaucoup plus connectée à qui j'étais quand j'étais enfant. Donc, oui, d'ailleurs, une grande partie de guérison, justement, c'est d'intégrer ces parts d'ombre. Et aussi, une fois que tu les as bien identifiées, c'est de te forcer à être les parts d'ombre. Par exemple, pour moi, donc il y avait toute la partie part d'ombre du message qu'on m'avait passé de « il faut être plus discrète ». En gros, c'était ça, il faut être plus discrète. Par exemple, aujourd'hui, à chaque fois que j'ai enlevé cette pensée de ma tête et je me dis non, parce qu'en fait ce serait trop long de vous expliquer tout, mais après à l'adolescence il y a eu d'autres trucs, il y a eu d'autres étapes, d'autres couches en fait de Loana, ce que t'es, c'est pas ouf. Et par exemple ça passait même par le fait que j'ai toujours aimé être apprêtée et ça on m'a dit beaucoup de choses par rapport à ça et du coup je l'ai réprimé. Et par exemple aujourd'hui, le simple fait d'aimer prendre soin de moi et d'aimer être maquillée ou d'aimer être habillée d'une certaine manière, ça guérit, parce que être tout ce que on a essayé de te dire qui était pas bien, alors que en vrai de vrai, c'est ni pas bien ni bien, c'est neutre, c'est toi. Et à chaque fois que tu vas oser incarner ces choses qui t'ont provoqué de la honte, tu vas être en train de te guérir d'une manière profonde. Il y a un certain truc d'une petite révolte, quelque part, il y a une petite rébellion en fait qui se passe quand tu guéris ta part d'ombre. Parce que c'est vraiment ça, c'est tout ce qu'on t'a dit que c'était pas bien, tu le fais et tu vois qu'il se passe rien, et non seulement il se passe rien, mais ça te fait
briller, ça te fait grandir. Et du coup, c'est génial, quoi. Moi, par exemple, avoir un podcast, c'est quelque chose de ouf parce que quand tu grandis et que tu sens que t'as pas vraiment ton mot à dire, que ton opinion, on n'a pas envie de l'écouter, que tout ça, en fait. Et après, au final, j'ai été vivre au Portugal et là, c'était ouf parce que là, c'était physiquement, je ne savais pas parler, en fait. Genre, je ne pouvais pas parler. C'était pas parce que je ne connaissais pas la langue au début, les premiers temps. Et du coup, c'est quelque chose que dans ma vie, j'ai vachement appris à faire, à avoir plein d'opinions et à ne jamais les dire, à ne jamais montrer ce que je pense et à jamais articuler ce que je pense. Et du coup, par exemple, le podcast, j'ai vraiment décidé de le créer après avoir fait un peu un petit travail sur mon enfant intérieur en me disant, j'ai capté que parler va me guérir quelque part. D'oser parler va me guérir. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment faire les choses que vous vous interdisez de faire. Parce que on les a associées à un truc négatif, mais c'est de comprendre que c'est pas négatif. C'est neutre, c'est vous. Donc, le faire. Même si, honnêtement, je vous dis, moi, le début de mon podcast, j'avais des crises d'angoisse et tout. C'était une dinguerie. J'arrivais même pas à entendre ma voix. Enfin, j'avais vraiment des émotions hyper, hyper négatives. Mais je savais que justement, ces émotions négatives, elles venaient montrer que waouh, il y avait un truc profond chez moi qui voulait pas être vu, qui avait peur d'être entendu. Et du coup, ça, je me suis encore dit, d'où le fait de plus tu seras courageuse, plus tu te guériras en fait. Et tout le délire du podcast, ça a été un peu ça. Ça a été moi qui avais le courage de faire un truc qui était contraire à tout ce que j'avais assimilé en fait. Donc bref, on reprend. Transformer la peur en opportunité pour avoir du courage. Transformer la douleur en résilience et force. Transformer l'agressivité en détermination et passion. Et en fait, cette transformation, elle se fait le jour où on met de la lumière sur nos parts d'ombre. Parce que ça devient plus inconscient et du coup, on peut décider comment ça ressort. Quand tu vois ton ombre, tu te donnes l'occasion de la transformer. Alors que si tu ne la regardes jamais, tu ne lui donnes pas l'occasion de se transformer. Elle restera ombre et elle restera dans sa forme la plus primitive. Je vais vous laisser avec une phrase du coup de Carl Jung qui dit: jusqu'à temps que tu rendes l'inconscient conscient, il dominera ta vie et t'appellera ça le destin. Ça veut dire que tout ce que tu refuses de voir ou que tu ne cherches même pas, ça contrôlera ta vie. Moi, ma part d'ombre, quand je l'acceptais pas, elle est revenue au lycée. C'est-à-dire que je me souviens de grandir, d'avoir mes premières années où j'étais moi-même. Donc, je me souviens 8, 9 et 7, 8, 9. Et après, de m'adapter. Donc, d'avoir décidé de cacher certaines parties de moi et de pas les accepter. Ensuite, je grandis, je vais vivre au Portugal. Et il se passe un truc au lycée quand j'avais 16 ans. Donc là, j'étais dans mon full fausse personnalité, ok? Je savais pas que c'était ma fausse personnalité, mais c'était ma fausse personnalité. Donc j'étais très timide, je voulais pas que les gens ils me remarquent trop et tout. Ça y est, j'avais peur d'être vue, vous voyez? Et en fait, quand j'ai eu 16 ans, apparemment j'ai commencé à être jolie et tout parce que un peu du jour au lendemain, j'ai eu plein de garçons qui voulaient sortir avec moi au lycée. Et en fait, ce que ça a fait, et donc d'où le part d'ombre que tu n'assumes pas, il finit toujours par ressortir, c'est que quand j'ai commencé à avoir de l'attention, il y a une partie de moi qui a kiffé ça. Vraiment. J'ai commencé... En fait, ça touchait à ma part d'ombre sans que j'arrive à l'identifier. Et du coup, c'était en train de nourrir mon ombre. Alors attends, essayez de me suivre. C'est en train de nourrir mon ombre sans que je puisse contrôler comment je voulais qu'elle soit nourrie. En fait, si vous voulez, quand une part d'ombre devient lumière, vous allez pouvoir décider donc déjà la transformer, comme je l'ai expliqué, mais vous allez aussi, vous la connaissez en fait. Donc il n'y a plus n'importe quoi qui la nourrit, entre guillemets. Vous avez un peu plus la main sur comment vous voulez qu'elle se voit dans votre vie et vous avez un peu plus la main sur qu'est-ce qui la nourrit, cette partie de vous, et qu'est-ce que vous décidez qui va pas la nourrir. C'est un peu la différence entre manger du fast-food et genre manger une bonne salade pleine de nutriments. En fait, quand ta part d'ombre, elle est part d'ombre, c'est comme une partie de toi qui est affamée, genre. Et du coup, la moindre chose qu'on va lui donner, tu vas le croquer à plein dedans. Alors que quand ta part d'ombre, tu la connais et du coup, toi, tu la nourris aussi de ton côté d'une manière saine, quelqu'un va te proposer genre un fast-food et tu vas dire non, sorry, en fait, elle est pas affamée, en fait, elle va pas manger ton vieux truc. Ton vieux sandwich là, moi je la kiffe cette partie de moi et je vais lui donner un truc trop bien. Donc moi, come back to the beginning. J'avais donc cette envie de briller de ouf que j'ai affamée comme never, ok. C'est-à-dire que moi qui adorais l'attention, que je me souviens
que j'adorais l'attention. J'ai donné aucune occasion à mon être de se remettre devant le feu des projecteurs. J'ai donné aucune occasion de montrer ma personnalité réelle ou quoi, tu vois. Et donc, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir de l'attention. C'est venu nourrir cette partie affamée d'une manière pas très saine. Parce que du coup, on me donnait du fast-food et moi, j'étais trop contente. Genre, je m'en rendais pas compte. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, trop bien. Je sais pas expliquer vraiment, mais j'ai commencé à baser aussi ma valeur sur mon apparence et sur le fait que mon apparence plaisait aux gens. Et du coup, j'ai voulu, d'une manière un peu inconsciente, nourrir ça à son maximum, sans capter quand c'était bon pour moi ou pas bon pour moi, parce que toute attention était bonne à prendre. Parce qu'en fait, j'étais affamée d'attention. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai commencé à faire grave attention à mon apparence, mais pas parce que j'aimais ça. Et pourtant, c'est un truc que j'aime. Mais encore une fois, c'était un moment de ma vie où j'étais déconnectée de moi. Et du coup, c'était juste par rapport à l'image à l'autre. Et je me rendais pas compte. Mais du coup, cette attention, c'était en train de nourrir ma part d'ombre. Et du coup, quand des trucs extérieurs nourrissent ta part d'ombre, sans que tu te rends compte que c'est en train de nourrir ta part d'ombre, tu deviens quelqu'un de... C'est très vulnérable en vrai de vrai, parce que tu deviens facilement manipulable, ou tu te mets facilement dans des situations compliquées. C'est comme si une partie de toi avait faim de ça, peu importe si c'est bon ou pas bon pour toi. C'est pour ça que les narcissiques sont hyper facilement manipulables, parce que les narcissiques ont une part d'ombre énorme. Et ils ont tellement besoin d'être reconnus et admirés parce que leur part d'ombre, souvent en narcissique, c'est... Je me suis beaucoup informée sur le sujet. Vous voyez, genre leur part d'ombre, c'est qu'ils se sentent pas à la hauteur, ils se sentent pas... Et du coup, dès que tu leur donnes un peu d'attention, que tu leur dis qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, t'es en train de nourrir de ouf leur part d'ombre, qui est donc très importante chez un narcissique. Tu es en train de nourrir leur part d'ombre et du coup, ils sont très facilement manipulables. On te donne des miettes et que comme c'est une partie de toi que tu n'acceptes pas, on te donne des miettes qui nourrissent cette partie et cette partie de toi, elle est en mode crème, des miettes. Alors que ça reste des miettes, tu vois. C'est que des miettes. Et le jour où tu acceptes totalement ta part d'ombre, que tu la mets en lumière, que tu la nourris, que tu l'intègres à ton quotidien, tu deviens une personne beaucoup moins manipulable et beaucoup plus sûre d'elle, t'es moins jaloux, tu juges pas les autres, t'es dans ta vie, t'es bien avec toi-même, quoi. Tu t'acceptes totalement. C'était l'épisode. Alors, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant longtemps. Je sais pas si vous allez pouvoir en retirer quelque chose ou pas. J'espère en tout cas que je vous ai tenu compagnie. En vrai, j'ai l'impression que j'ai pas donné les clés comme parfois je le fais dans d'autres épisodes. Je me fous d'ailleurs un peu la pression parfois à parler le plus parfaitement et complètement de certains sujets. Et je pense que parfois, ça enlève un peu le côté vulnérable et naturel que je pourrais avoir. Donc là, peut-être que c'est vrai, je vous ai pas donné toutes les clés, le b.a.-ba pour pouvoir identifier sa part d'ombre, mais j'espère qu'à travers mon histoire, ça a pu vous ouvrir une porte, une possibilité d'une partie de vous, de la connaissance d'une partie de vous qui est intéressante. Bref, j'espère que ça vous a aidé. Ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer cet épisode en vrai de vrai, parce que ça faisait longtemps. Je sais pas quand est-ce que je vais vous le poster. Prenez soin de vous. Vous valez la peine d'être vous-même et de vous guérir. Donc n'ayez pas peur de vous regarder en face et d'admettre ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment. Et vous focussez pas sur à quel point ce sera compliqué d'être vous-même ou à quel point ça va changer. Juste dites-vous que ça en vaut la peine et que on a tous des moments où on est dans le noir, dans notre lit en train de chialer et c'est juste la vie. Mais ça en vaut la peine si vous arrivez à grandir de ça. Tout ce que vous sentez en vaut la peine. Tout ce que vous sentez vous indique un truc sur vous. Et c'est trop passionnant d'être curieux sur soi-même et sur ce que ça peut vous apporter. Donc ouais, je vous souhaite à tous de guérir profondément. La vie, c'est pas toujours fun, mais elle vaut quand même la peine d'être vécue le mieux possible et vous méritez d'être vous-même. Si vous savez pas ce que ça veut dire, vous méritez de le chercher et ensuite de l'incarner. Voilà, c'était le message de la fin. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est @thesoftyclub et à foutre un like sur la vidéo YouTube si vous regardez via YouTube ou aussi sur Spotify, vous pouvez mettre 5 étoiles. Donc faites ça en fait. Si vous êtes sympa, faites ça. Merci beaucoup en fait. Je vous fais des bisous et à la prochaine.